Allez, suis-moi dans ce nouveau podcast. Je vais t'aider à créer ta stratégie de visibilité à partir de tes atouts. Bonjour et bienvenue sur Design My Career, c'est le podcast qui t'accompagne pour développer sereinement une carrière créative qui a du sens. Donc, là, ce qui va être intéressant, c'est que ta stratégie de visibilité te ressemble. Sinon, en fait, ça ne tiendra pas. Généralement, il y a un phénomène aussi qui est plutôt pas mal, qui est que quand tu as tendance à forcer un système à aller à l'opposé de ce qu'il est, il revient. Ça fait un peu un effet boomerang. Il revient à sa position. Et donc toi, c'est pareil. Tu ne peux pas aller à l'encontre de toi-même. Donc plutôt de te forcer, par exemple, à être visible sur les réseaux sociaux et faire des posts LinkedIn, pivote. Commence en fait par toi, par ce qui t'intéresse, ce qui te met en confiance, ce que tu aimerais faire et ce qui te motive pleinement. Donc, si tu veux être visible et que tu sais pas où commencer, commence par repartir de ton histoire, ton parcours et tes valeurs. C'est ta première matière. Ça va t'aider à faire du contenu, en fait. Tout simplement aussi, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais construis ta propre légende. Je souris aussi parce que sinon, c'est les autres qui vont le faire à ta place. Et tu sais pas ce qu'ils vont écrire, hein. On espère que ça soit positif et que ça aille dans le sens qu'il faut. Mais la plupart du temps, les gens n'ont pas ton point de vue vu qu'ils ne sont pas toi. Ils ne raconteront jamais les choses à ta manière. Donc, c'est important aussi de se dire que dans ta visibilité, tu vas aussi contrôler la façon dont tu es perçu et dont ton expertise est perçue. Parce que oui, par exemple, moi dans mon cas, j'ai plusieurs activités. Une asso, 2 entreprises et également du coup, un travail à temps plein. Donc oui, tu peux être certain que les gens, si, je clarifie pas, où je suis, d'où je parle ou quoi, et ben, en fait, ils vont prendre le petit bout de la lorgnette. Soit le travail, soit ils vont prendre l'asso, soit ils vont prendre, l'entreprise. Sauf qu'il y a des fois, j'ai besoin d'être visible sur les 4 pans à la fois et donc ça nécessite, en fait, de clarifier. Donc ça, c'est aussi important. Ça va t'aider aussi à avoir l'impact que tu désires avoir, ne pas rester en surface. Tu sais, le petit moment un peu frustrant où tu as l'impression que tu communiques et c'est comme si que tu quémandais des trucs, tu vois. Alors qu'en fait, non, c'est pas ce que tu veux. C'est parce que la stratégie est pas la bonne. Généralement, quand ta stratégie est bien alignée, elle ne t'épuise pas. Elle va peut-être te challenger parce que tu vas sortir de ta zone de confort, mais elle te nourrit profondément de l'intérieur. Donc, tu n'as pas besoin d'imiter les autres. Tu peux construire ta stratégie pool, donc c'est une stratégie qui te permet d'attirer les choses vers toi. Donc pour ça, il va falloir en fait que tu utilises des leviers qui sont les leviers tout simplement du personal branding, qui vont permettre de te créer un storytelling de dingue. L'être humain, il adore les histoires. Même les adultes qui te disent «Non mais c'est pour les enfants». Ah ouais, ouais, ils adorent ça. Les films, les parfums, les livres, même, même le journal en soi, c'est des histoires. Donc, il y a des histoires partout. Mais toi, ce que tu veux, c'est valoriser ta propre histoire. Pourquoi valoriser ta propre histoire? Parce que tu as une vision singulière de ton métier, tu as une façon de le mettre en œuvre, et aussi, il est indissociable en fait du design que ton parcours personnel crée ta singularité et ton point de vue sur les choses. Et je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on a tous le même point de vue sur le design et qu'il n'y a qu'une seule façon de faire du design. Ça, c'est complètement faux. Il y a des designs. Et du coup, la plupart du temps, tes designs sont très influencés de ton vécu. Bref, on pourra reparler de l'effet chewing-gum du design, pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Donc, ce qui va être important, c'est de faire des ponts entre tes expériences pro et des expériences personnelles. Parce que, oui, on va bien se le dire, à moins que tu aies 20 ou 30 ans d'expérience, du coup, ta partie pro, elle est très très dense. Si tu es plutôt jeune, tu débutes, ou que tu as simplement 5 ans d'expérience, et ben en fait, c'est pas forcément dans ta vie pro qu'il y a le plus de choses intéressantes. La plupart du temps, c'est dans la vie perso, en allant prendre en fait tout ce qui valorise aussi ton expertise du côté personnel, en le racontant d'un point de vue professionnel. Je te raconte du coup une petite anecdote. Tu vois, c'est comme les femmes lorsqu'elles ont un enfant. Et bah, il y a beaucoup de personnes qui vont dire: «Ah bah, elle a eu un enfant, elle a pas travaillé pendant 4 ans, du coup elle sait rien faire». Ce qui est complètement faux.
et bah toi c'est pareil. L'idée, c'est que tu puisses valoriser aussi tout ce que tu fais à titre personnel dans ta sphère professionnelle. Tu n'es pas deux individus différents, tu es une seule et même personne. Donc il faut arrêter la dualité. Parce que, comme j'adore le dire, il y a du pro dans le perso et du perso dans le pro. Donc quand on nous dit souvent il faut un équilibre vie pro, vie perso, la plupart du temps c'est se fourvoyer. Vu que cet équilibre, c'est à toi de le trouver selon en fait tes besoins et c'est un cycle. Par exemple, en septembre, et bah ouais, il y a souvent beaucoup de projets, donc à ce moment-là, peut-être que ta vie pro prend beaucoup plus le pas. Peut-être qu'à certains moments, quand tu es en vacances, et bah c'est ta vie perso qui est genre à 80%. Et en fait, c'est des sortes de modulations et des cycles, à la fois annuels et dans une même année, t'as pas la même répartition. Aussi, je fais des ponts par rapport à ça parce que on a souvent tendance à se dire que oui, mais moi, je veux vraiment une distinction nette entre vie perso, vie pro. Moi, par exemple, quand j'organise des after-work avec des designers ou des gens que je croise, bah, en fait, c'est aussi des potes. Donc, on parle à la fois un peu taf, on parle à la fois vie perso. C'est pas aussi linéaire que ça, en fait. Donc, tout ça pour te dire que dans ta vie personnelle, il y a des pépites. Des pépites qui sont que peut-être que tu fais du dessin, peut-être que tu adores marcher en forêt. Et ça, tu vois, c'est des compétences, des aptitudes et des choses à valoriser. Je te donne un exemple d'une de mes clientes. Elle est hyper forte sur l'analyse. Elle, à force en fait d'aller en forêt, elle a développé des compétences et des aptitudes d'observation qui sont hyper rigoureuses. Ça se sent quand elle les explique, tout est hyper fluide. Sauf que comment elle le valorise à titre professionnel à part dire bah moi j'aime bien l'étape d'immersion. Bah en fait c'est ça qu'il faut qu'elle valorise. Elle va pouvoir en fait dire par exemple dans son storytelling j'aime m'immerger en fait dans différents types d'environnements. J'ai acquis une capacité d'analyse fine à la fois en fait du vivant et du non vivant qui me permet pendant mes phases d'immersion d'analyser les signaux faibles, les signaux forts et même en fait les dissonances cognitives. Vous voyez le genre? Ouf, d'un coup, alors qu'on parlait de randonnée, ça claque, hein? Voilà. L'idée, c'est de te raconter, en fait, sous un angle qui valorise l'ensemble de ton potentiel. Parce que, oui, la plupart du temps, à moins, je trouve, d'être entrepreneur et encore, ton potentiel ne s'exprime pas à 100%. À moins d'avoir un travail qui te challenge sur tous les fronts. Mais la plupart du temps, en fait, il y a une partie de tes expertises, de ce que tu sais faire qui ne s'exprime pas. Et donc, en fait, c'est important aussi de les raccrocher. Parce que c'est pas parce que dans ton travail, tu ne manages pas des gens que ça veut pas dire que tu es un bon coordinateur. Alors que tu le fais, par exemple, dans ta vie personnelle, en coordonnant peut-être des sorties, des événements, en faisant de l'événementiel, mais dans la vie du travail, tu ne le fais pas. Tout ça pour dire que ton storytelling doit se baser vraiment sur l'intégralité. Pour vraiment qu'ils partent de toi et ne pas avoir une sorte de dissonance en fait, puisque ça se sent quand le storytelling il est pas très clair et qu'il manque des briques. Donc, si tu veux en fait, je peux t'aider en répondant à ces trois questions. Qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent de moi? Quelles expériences illustrent mes valeurs? Quelle place je veux occuper dans mon domaine? Ces trois questions vont tout simplement te permettre de savoir à quel point tu vas pousser ton storytelling et quelle est ta visée et ton objectif. La première question sur qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent de moi, c'est de te dire que est-ce que tu as juste envie de te dire que les gens vont se dire il travaillait bien, point, ou tu as envie de te dire que les gens vont se dire waouh, non mais lui il a vraiment apporté quelque chose à son domaine, il a une contribution significative. Et ça, tu peux l'avoir, peu importe ce que tu sois en train de travailler dans un secteur, par exemple le design en santé, qui est assez récent et qui se développe, par exemple, dans le milieu du design, mais tu peux aussi l'avoir dans ton travail aussi. C'est juste une question d'intensité et de perception. Les expériences qui illustrent le plus tes valeurs. Là, l'idée aussi, c'est d'être très conscient de quel est ton cadre, qu'est-ce qui correspond le mieux et qu'est-ce que tu souhaites porter. Et comme ça, tu as 2-3 projets en tête que tu vas pouvoir réutiliser régulièrement et qui vont te permettre de partager au mieux
tes expertises, ton expérience. Parce que quand quelqu'un te dit: «Ah bah, raconte-moi un projet sur lequel tu as vraiment kiffé», heu, tu sais, il y a un moment de blocage, parce que soit potentiellement il y en a plusieurs, soit tu avais jamais réfléchi à cette question, ou tout simplement, bah, ça ne vient pas. Et c'est bien d'avoir un peu en tête les idées, de projets qui sont les plus alignés avec ta pratique, sur lesquels tu as pu vraiment démontrer tes capacités, en fait, créatives, ta posture de designer et aller, en fait, jusqu'où tu voulais aller. Ensuite, quelle place tu veux occuper dans ton domaine? C'est OK, en fait, si, toi, ton but, c'est juste de travailler et d'être designer. Bon, ici, on est dans un podcast des gens qui ont de l'ambition. Donc, personnellement, moi, je pars du principe, et je vais être très directe, que si je travaille dans un domaine, c'est pas pour avoir une contribution légère. Moi, je veux tout défoncer. Faire en sorte que dans le domaine du design, on soit un domaine qui rayonne, parce que oui, si personne contribue à faire rayonner ou très peu notre domaine, bah en fait, il va s'éteindre, hein, tout simplement. Il sera remplacé, ou on va considérer que il n'y a pas besoin de designer, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai quand même pour vocation d'avoir un impact significatif dans mon milieu, que ça soit au travers de l'association, donc en travaillant sur une nouvelle forme de design, une approche de design générationnel. J'ai pu l'évoquer dans quelques épisodes de podcast. C'est l'idée en fait de travailler sur les usages des différentes générations et sur le lien entre elles. Ce qui permet en fait de travailler sur la lutte contre les discriminations sur l'âge. C'est ce que je fais du coup avec Novum Novam. Et également tout ce qui va être conception en fait adaptée à des usages spécifiques. Bref, je fais un petit peu la parenthèse. Mais la question, c'est quelle place tu veux avoir dans ton domaine? Parce que oui, en tant que designer, en fait, pour moi, et même en tant que créatif d'un point de vue général ou acteur de l'innovation, on fait pas juste un métier, en fait, en mode, bon, bah, ok, je suis en train de réparer ta porte. Non, on peut avoir un impact qui est significatif sur des gens, et je sais pas à quel point on s'en rend compte, mais quand tu vas, par exemple, repenser une politique publique sur le RSA, quand tu vas travailler sur des enjeux autour de la parentalité ou concevoir de nouveaux outils pédagogiques, derrière, il y a des gens, des enfants, des personnes, des habitants, des partenaires qui vont en fait utiliser la solution, qui vont être impactés par ce que tu auras conçu. Donc, ça nécessite d'être quand même très au clair sur ses valeurs, sur là où tu veux aller et ce que tu veux concevoir. Parce que à un moment, on peut tous en fait concevoir des choses qui sont à l'opposé de nos valeurs ou virer sur des formes de design qui sont délétères. On voit tous un peu les dark patterns sur les sites quand il faut faire des achats en ligne. Donc, c'est important pour moi d'être conscient de ça et d'être conscient qu'aussi, on peut avoir un impact significatif dans notre domaine. T'as pas besoin pour ça, en fait, de devenir manager, de devenir chef d'entreprise. T'as juste besoin de décider que dans ta posture, tu voulais contribuer à l'essor de ta discipline. Et juste ça, ça fait une différence. Et après, tu pourras te demander comment tu y contribues. Et le comment, parfois, ça peut être très simple, mais hyper qualitatif, c'est de temps en temps te rendre dans une école, partager ton métier. Ça peut être ça. Ça peut être faire du mentorat. Ça peut être faire comme moi, tu vois, des publications, des posts, du contenu pour documenter c'est quoi ce métier, essayer de surmonter ensemble en fait certaines difficultés ou se hyper collectivement quand il y en a qui réussissent. Ça peut être développer une nouvelle discipline du design ou travailler sur l'essor d'un champ. C'est faire de la recherche. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas avoir une posture par défaut. Il faut que tu aies conscience de comment tu souhaites contribuer dans ton domaine. Voilà, parce que ou sinon, la plupart du temps, ouais, je vais te le dire, c'est que tu contribues pas. À part faire ton taf et ton travail, en fait. Pour moi, ça peut être une contribution sans en être une. Ça dépend ce que tu fais, pour qui tu travailles et comment cette structure aussi valorise aussi ta discipline. Parce qu'il y a des fois, il y a des tafs vraiment où en fait, ça participe pas à l'essor de la discipline du design vu que c'est très confidentiel ou tout simplement, il y a pas vraiment d'échange sur, ce que tu fais. Bon, tu m'as compris, ce que je veux dire, c'est que pose-toi les bonnes questions. Voilà.
Parce que si tu as de l'ambition et que tu veux aller loin et avoir une carrière qui va être vraiment très puissante, qui va te permettre d'aller loin, bah, c'est important du coup de se questionner sur ça. Quelle place tu vas avoir dans cet écosystème? Et de faire en sorte après d'y arriver. Bref, hem, grâce à ça, tu vas pouvoir créer ta stratégie de visibilité à partir de tes atouts. En tout cas, je te remercie de m'avoir écoutée dans ce podcast un peu engagé. Donc, n'hésite pas. À très vite!